Au nom de l'Observatoire de l'intelligence artificielle de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je suis ravie de vous accueillir au sein de notre université en cette semaine du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se tient à Paris. Nous allons échanger ce soir autour d'un enjeu fondamental, celui des effets de l'intelligence artificielle sur la démocratie, et en particulier l'intégrité électorale. Et pour cela, cette conférence a été co-organisée par mes collègues, la professeure Catherine Régis de l'Université de Montréal, directrice de l'innovation sociale et des politiques internationales d'Ivado, et le professeur Florian Martin Barito, directeur de l'initiative IA plus Société de l'Université d'Ottawa. Sans plus tarder, chère Catherine, cher Florian, je vous cède la parole pour lancer la discussion et présenter cette belle initiative que vous avez portée. Parfait. Merci beaucoup, chers collègues, pour l'accueil et aussi merci aux personnes qui se joignent à nous ce soir dans une semaine que je sais extrêmement chargée avec de multiples événements qui ont lieu en même temps. Donc, on apprécie réellement votre présence. Tonight will be a bilingual event. Like we're gonna switch. Some of us will switch between French and English. Others will speak primarily in French, others primarily in English. But si vous avez des questions, vous pouvez les poser en français ou en anglais. Et on pourra y répondre dans vos langues de préférence. We're in Paris, so we're going to try to like speak a lot in French, but we're also Canadian and an international group, so hence the bilingual setting. So as you know, AI is reshaping power relations and political institutions, and so to help policymakers to navigate key global current AI challenges, Ivado and the AI and Society Initiative are launching tonight a new joint endeavor, the Global Policy Briefs on AI, to provide policymakers with actionable, globally oriented policy guidances to navigate global AI challenges. And so I have the privilege to co-lead this initiative with my friend and colleague, Catherine Régis, who, as Professor Zelensky mentioned, is the Director of Social Innovation and International Policy at Ivado, qui est le principal consortium de recherche et mobilisation des connaissances en IA au Canada. And today our democracies are under threat. And as AI is interfering with democratic processes and influencing election outcomes over the world in 2024, we saw this, in Romania, in Brazil, in Gabon, the US. Pour notre premier énoncé avec Catherine, nous avons décidé d'inviter un groupe de chercheuses et de chercheurs de renommée mondiale en IA pour proposer des recommandations de politique publique concernant les effets de l'IA sur la démocratie et l'intégrité électorale. And so we are delighted to have been joined by an amazing group of thought leaders. Jake Okechukwu Efodun, who is an assistant professor of law at Toronto Metropolitan University, who has been working with many countries over the African continent on this issue. Juan David Gutierrez, who is an associate professor of government at the University of Los Andes in Colombia, and he co-leads the GPA project on algorithmic transparency. Carlos Alfonso Pereira de Souza, who is a professor of law at UERJ and the director of ITSA Rio, and Professor Jinan Neff, who is, I started with the people who are like not in the room tonight, but so in the room tonight, we're like delighted to have Professor Jinan Neff, who is a professor responsible AI at Queen's Mary University of London and leads the Mindero Center for Technology and Democracy at the University of Cambridge. And Professeur Zelia Zolinski, qui est donc professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui coordonne l'observatoire sur l'IA de cette université. And so with this group, we met for a week-long retreat hosted at the Società Italiana per la Organizzazione Internazionale, SOI, in Rome, Italy, last December. And following this retreat, we produced our first global policy brief on AI that was titled in English, AI in the Ballot Box, for action to safeguard election integrity and uphold democracy. You can scan the QR code to have access to the policy brief. It's also available in French, and in the coming days, it will be also available in Spanish, Italian,
and Portuguese. Et cette retraite et la rédaction ont notamment pu avoir lieu avec le soutien de Régent Roy, qui est le directeur mobilisation des connaissances chez Ivado. And so, under the leadership of Ivado, and we're very thankful to Luc Vinet for his support and enthusiasm toward this project, and the University of Ottawa AI and Society Initiative, this project was undertaken thanks to the contribution of Fonds de recherche du Québec, the CEMIA, the Canada CFR Chair in AI and Human Rights at MILA, and the University of Ottawa Research Chair in Technology and Society. And for the last things before we start to discuss the topic, we would like to also acknowledge and thank the support of the Délégation du Québec à Rome and the SOI, who really help the organization of the retreat and make this policy brief become reality. So yeah, and now I will hand it over to my colleague Catherine to introduce kind of like the issue we try to tackle. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, sur ces mots, en fait, qui expliquent un peu le contexte de notre projet, je voudrais aussi mentionner que ça a été souligné, mais c'est le début, en fait, d'une série qu'on espère utile pour les décideurs à travers le monde. Donc, ça vient vraiment d'une demande que nous avons entendue de ces décideurs qui disaient, c'est tellement facile de se perdre dans tout ce qui se passe en intelligence artificielle. On sait tous, c'est un secteur extrêmement effervescent. Et les décideurs, les parlementaires et d'autres personnes disaient on a besoin de quelque chose de bref qui nous permet vraiment de réfléchir d'une manière là, très précise et encadrée, puis nous donner des options pour aider nos populations, les individus. Alors, c'est vraiment aussi une réponse à ce besoin qui a été mentionné et c'est aussi pour ça qu'on essaie de les garder relativement courts, comme vous pourrez le voir. Alors, pourquoi le sujet IA élection, un sujet certainement extrêmement important? Tout d'abord, quand nous avons choisi ce thème pour le premier énoncé de politique, vous vous rappelez peut-être qu'on disait que 2024, ce fut le cas, en fait, l'année des élections. Il y avait des milliards de personnes qui allaient voter sur la planète, plus de 60 pays. On se disait aussi que ça serait une année donc fort riche en leçons. Et l'IA était, pour la première fois, serait aussi présente dans les processus électoraux. Alors, ça fournissait un peu un contexte extrêmement riche pour tirer des leçons. Et ce n'est pas terminé. On sait évidemment que les élections vont se poursuivre. Et 2025, il va y en avoir, entre autres, plus de 40. Donc, un sujet d'intérêt, là, je dirais, récurrent. Alors, les processus électoraux extrêmement importants comme piliers des démocraties aussi. C'est une réflexion plus large qui doit se faire sur comment protéger nos démocraties. Et je voulais vous donner, avant d'aller dans le plus précis, quelques données intéressantes et un contexte sur les démocraties que je pense c'est intéressant de garder en tête tout au long de notre discussion aujourd'hui. Donc, tout d'abord, selon le dernier Democracy Perception Index, qui date de 2024, on note que les démocraties dans le monde font face à un déclin depuis les 18 dernières années. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que malgré tout, les gens demeurent confiants dans les démocraties, dans l'idée de protéger nos démocraties. Et ça reste à un taux relativement constant de 85 %. Donc, les gens disent que c'est important de l'avoir dans leur pays, de se doter de ce type de régime, mais ils demeurent insatisfaits finalement sur comment les régimes démocratiques livrent la marchandise, si je puis dire. Aussi, pour la troisième année de suite, les inéquités économiques sont les premières, on constate que sont les premières menaces pour les démocraties. C'est suivi par la corruption et aussi l'influence des multinationales. Donc, gardez en tête que les inéquités économiques sont un enjeu important pour les démocraties et donc, plus largement, aussi dans le contexte de l'IA, c'est important de prendre en compte comment on peut répartir les bénéfices de l'IA. Quant aux médias sociaux, toujours avec cet index sur la perception des démocraties, en Europe et en Amérique du Nord, il y a une large majorité des gens qui y voient un impact négatif. Donc, les médias sociaux auraient un impact négatif sur les démocraties ou un impact mixte, que je dirais. C'est plus positif ailleurs dans le monde, comment les gens lient les médias sociaux avec les démocraties. Et on sait qu'une immense majorité de contenu qui est généré par l'IA nuisible vise les femmes. Donc, c'est aussi un enjeu sur l'équité entre les hommes et les femmes plus généralement et la participation des femmes à la vie démocratique.
En juin 2024, là, comme étant canadienne, je vais citer quand même une donnée canadienne. 80% des Canadiens s'inquiètent d'une utilisation éventuellement abusive de l'IA dans le contexte des élections. Et ça va devenir quelque chose d'extrêmement important considérant notre contexte politique actuel. Ce qui m'amène dans le contexte plus spécifique de l'IA et les élections. Pourquoi est-ce un sujet important? Certes, les technologies influencent les élections. Là, je parle pas juste de l'intelligence artificielle, mais les technologies en général, depuis longtemps, ça peut être positivement et négativement. On a juste à penser à Internet. Donc, tant sur la qualité des débats que les résultats des élections, les technologies jouent un rôle. Côté plus positif, l'énoncé de politique met moins l'emphase sur les côtés positifs. On pourra en reparler pourquoi, mais on est bien conscient qu'ils existent. Mais dans les côtés positifs des technologies, plus généralement, on sait que ça donne des options aussi, une multitude d'options aux gens pour défendre des idées, des causes plus précises. Hein. Ça, c'est un exemple. Mais aussi qu'on sait que les technologies de l'information peuvent être des canaux là, vraiment problématiques de transmission avec une force assez frappante de désinformation et ce qui peut être amplifié encore plus dans le contexte de l'intelligence artificielle. Et ça a été souligné au Canada récemment avec la Commission sur l'ingérence étrangère, qu'une des plus grandes menaces était la désinformation pour notre société et notamment en lien avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle mène à des menaces aussi amplifiées ou un peu différentes des technologies en général. C'est peut être, entre autres, la multiplication de contenus hyper truqués, donc ce qu'on appelle les deepfakes régulièrement. Vous avez tous des exemples en tête, j'en suis certaine, vidéo, audio ou autres. Il y a aussi des enjeux qui se présentent en matière de cybersécurité, l'émergence d'agents manipulateurs persuasifs. J'étais à une conférence hier dans le cadre de tous les événements liés au sommet où on montrait à quel point le degré de persuasion de l'intelligence artificielle augmente et ça devient aussi équivalent finalement aux humains. Ils sont capables de nous influencer finalement dans notre façon de penser. Il y a la prolifération des données synthétiques et aussi les faux comptes qui viennent avec l'intelligence artificielle. Et donc, ces risques sont suffisamment importants pour qu'on s'y attarde, qu'on pense à des solutions immédiatement et de manière proactive pour épauler les différents acteurs qui peuvent peser sur les démocraties, sur les processus électoraux, dont les décideurs publics, c'est entre autres les partis politiques. On s'est plus particulièrement penché sur ceux-ci dans le cadre de nos travaux. Et comme je le mentionnais, on est bien conscient, puis on pourrait peut-être en parler lors de la discussion, qu'il y a des côtés positifs, mais si les risques importants que l'IA présente pour les processus électoraux ne sont pas pris en compte, on ne pourra pas vraiment bénéficier des avantages ultimement dans la grande balance des choses. Pour vous donner quelques exemples très concrets de comment l'IA a influencé récemment les élections dans différents pays, et notre énoncé de politique en donne quelques-uns. Il y en a d'autres. Encore une fois, je suis pas mal certaine que vous en avez en tête, mais dans le cadre des élections qui ont été tenues au Brésil en octobre 2024, il y a une étude qui a démontré que les figures politiques locales et leurs équipes là, qui soutiennent leurs activités ont eu recours à l'intelligence artificielle dans le but de mousser leur candidature ou affaiblir finalement la crédibilité ou plus généralement leur adversaire. Et entre autres, il y a 5 candidates aux élections qui ont été victimes de pornographie hyper truquée. Donc, c'est un phénomène qui décourage vraiment la participation des femmes dans ce processus électoral, mais aussi dans la vie démocratique plus généralement. Comme je l'ai mentionné au début, là, le contenu nuisible généré par l'IA vise vraiment les femmes de manière prépondérante. Ensuite, en décembre 2024, les services de renseignement extérieur de la Roumanie ont signalé l'interférence de la Russie dans l'élection présidentielle. Donc, il y a eu du contenu généré par l'IA et la propagande d'extrême droite pro-russe qui a été diffusée sur les médias sociaux. Et aussi, il y a eu beaucoup de comptes générés par l'intelligence artificielle. Combiné à ça, il y a eu plus de 85 000 attaques contre l'autorité électorale du pays pour avoir accès aux bases de données. Au final, sur la base de cette reconnaissance de l'ingérence russe dans les élections, la Cour constitutionnelle du pays a dû annuler le premier tour des élections présidentielles. Donc, on voit, c'est des exemples très concrets. Il y en a d'autres, le cas du Gabon en 2023, où il y a eu des fausses discussions qui ont été
manigancé, mais créé entre des personnalités politiques qui a créé finalement une confusion assez importante dans l'électorat entre, et ultimement, c'est un des enjeux avec l'IA dans ce cadre-là, où les gens, les électeurs, les citoyens deviennent confus entre ce qui est réel et ce qui n'est plus réel. Et ça, plus généralement, ça pose vraiment des enjeux importants pour nous. Donc, voilà. Aussi, quand on parle des élections, l'IA des élections, on a souvent en tête les élections nationales, hein, c'est les premières qui nous viennent en tête, mais il y a aussi toutes les élections, on est bien conscient, à l'échelle plus locale, dans les villes ou autres, là, dans les différents paliers gouvernementaux. Et souvent, même si ça a un impact important au niveau national, ça a aussi un impact dans ces processus-là, surtout que les élections, des fois locales, ont encore moins de moyens de se défendre contre ce contexte d'interférence de l'intelligence artificielle de manière malveillante. Alors, voilà un contexte plus général. Sur ce, je vais céder la parole à Célia, professeur Zelensky. On se connaît donc, c'est toujours un petit peu. Alors, pour discuter avec vous des 4 actions, en fait, qu'on propose concrètement dans cet énoncé de politique pour appuyer le travail de nos gouvernements et des acteurs politiques. Alors, voilà, chère Célia, chère professeur Zelensky, je vous laisse. Merci, cher professeur Régis. Chère Catherine, moderniser le cadre réglementaire en adoptant des règles pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle en période électorale, c'est la première action que cette initiative a identifiée, première action donc à mettre en œuvre si l'on entend protéger l'intégrité des élections et défendre la démocratie. Alors, comme la professeure Régis le rappelait, le défi est d'importance puisqu'on a vu, et chère Catherine, tu le rappelais, plusieurs études qui ont pu établir cette utilisation croissante des outils d'intelligence artificielle en contexte électoral et notamment la campagne d'astroturfing qui est venue impacter les élections présidentielles en Roumanie. D'ailleurs, ce qui a été récemment décrit par le service Viginum en France, je vous invite à prendre connaissance de ce rapport tout juste publié à ce sujet. Or, dans la perspective dans laquelle on s'est inscrit, on a pu identifier tout au long de ces travaux que peu de législation prévoit à ce jour des règles électorales pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle durant les élections, du moins avec une sécurité juridique qui pourrait apparaître suffisante au regard des enjeux majeurs que cela représente. Et de nombreuses législations ont été adoptées bien avant la banalisation de l'usage des outils d'intelligence artificielle générative qui, même s'ils ne sont pas des outils aujourd'hui majeurs dans l'impact sur les élections, en tout cas en 2004 d'après les différentes études, pourraient prendre de plus en plus d'importance à l'avenir. Alors, il faut quand même souligner quelques avancées en ce sens, et notamment s'agissant de l'Union européenne, la publication au printemps 2024 des lignes directrices sur l'atténuation des risques systémiques pour les processus électoraux, donc atténuation des risques systémiques qui est désormais imposée aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche dans le cadre d'une législation récemment adoptée et mise en œuvre, le règlement sur les services numériques, le DSA, et qui anticipe aussi certaines des dispositions du règlement intelligence artificielle de juin 2024. Mais compte tenu des enjeux, il nous est apparu essentiel de signaler l'importance d'établir des règles claires pour protéger l'intégrité des processus démocratiques, assurer la confiance des citoyens, pour accroître la transparence et prendre des mesures afin de prévenir ou de sanctionner les mésusages. Ces règles, elles tendent à s'adresser tant aux personnalités politiques, aux partis politiques, qu'aux fournisseurs de services, de réseaux sociaux, fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle, mais également pourraient ici s'adresser aux citoyens pour préciser tout d'abord de quelle manière un média synthétique peut être utilisé en contexte électoral, quelles sont les utilisations également interdites ou encadrées de l'intelligence artificielle dans ce contexte, mais aussi préciser quelles sont les conséquences en cas de non-respect de ces règles pour établir les différents niveaux de responsabilité et les effets qui en résultent.
Pour garantir le respect des principes démocratiques, il faut aussi souligner l'importance selon laquelle ces règles doivent être établies tout en respectant ce qu'on appelle en droit européen le principe de proportionnalité, c'est-à-dire de préserver l'intégrité du scrutin tout en respectant les libertés fondamentales et au premier rang desquelles la liberté d'expression. C'est dans ce cadre qu'on peut énumérer quelques règles qu'il conviendrait de rendre probablement obligatoires si l'on entend donc préserver l'intégrité du scrutin tout en préservant ses libertés fondamentales, avec quelques précisions concernant le recours au système d'IA générative. Alors pour les autorités publiques, consacrer une interdiction d'utiliser ou de faire circuler des contenus trompeurs générés par l'intelligence artificielle à des fins de désinformation afin d'influencer une élection. Et par exemple, cela devrait viser des contenus représentant de manière fausse ou trompeuse des candidats. Catherine Régis le rappelait, ici on doit certainement mettre un point d'attention particulier sur la diffusion de deepfakes à caractère sexuel qui peuvent venir manipuler l'image ou la voix des femmes politiques pour les écarter de la vie publique. En France, on a notamment consacré récemment une incrimination à ce titre au sein de notre code pénal. Et je vous renvoie pour l'ensemble de ces précisions au très beau rapport publié par le Centre CIPA de l'Université de Columbia qui relève l'importance de prendre en compte cet enjeu. Deuxième point, pour les partis politiques et les personnalités publiques, il conviendrait de considérer différentes obligations de transparence en cas de recours à l'intelligence artificielle, notamment pour les enjoindre à labelliser les contenus dits hypertruqués, donc les deepfakes, diffusés lors d'une élection. On sait qu'il y a beaucoup de discussions autour de la labellisation des deepfakes et donc il paraît essentiel ici de rendre cette obligation efficiente en réfléchissant à la conception adéquate de ces mesures, en s'appuyant notamment sur les travaux de recherche pour déterminer les informations qui doivent y figurer, la formalisation visuelle, notamment le moment où cette information doit être diffusée pour parvenir à atteindre les objectifs, notamment cognitifs, de cette labellisation. Pour les services numériques, on pourrait également réfléchir à une obligation de faire respecter ces mesures de labellisation des contenus hypertruqués. Et également, et ça, c'est un point qui paraît essentiel, d'adopter des politiques de modération efficaces pour limiter la diffusion préjudiciable de contenus générés par l'intelligence artificielle. Et là, il faudra certainement également porter une attention particulière aux mesures à mettre en place pour limiter l'impact des campagnes d'astroturfing dont on a vu les effets dans le cadre des élections, notamment en Roumanie. Enfin, il devrait également être envisagé un encadrement de l'usage des agents conversationnels, des chatbots, qui vont certainement se développer, notamment en contexte électoral. Et l'objectif ici, qui doit vraiment être pris en compte, c'est d'éviter que le citoyen, dans ses interactions avec ces agents qui vont se multiplier probablement, ne soit manipulé, ne soit trompé par une fausse réponse concernant un élément essentiel d'une élection, par exemple le lieu d'un vote, les documents pour voter ou la disponibilité de certains bureaux de vote. Donc ici, voici quelques-unes des propositions que l'on a identifiées pour donc moderniser le cadre réglementaire pour encadrer l'utilisation de l'IA en période électorale. D'autres pourraient venir les compléter. On aura certainement l'occasion d'en discuter au cours des échanges avec vous dans un instant. Thank you. Thank you. And from my perspective, I'm going to very briefly tell you what was challenging about putting this together, and then why we landed on this, and introduce the second of our challenges and our recommendations. The process of this report
brought people together who were monitoring different elections in the year of AI and democracy. And that we don't have a single episode that we point to that says that an election was somehow changed. The outcome was changed because of deepfakes, because of problems with AI, is no reason not to go forward with ensuring that our democracies are strong and that we have in place the things that we need to deal with the challenges that will come. The second challenge that we addressed was on political parties not having agreed to what the rules of contemporary elections should be. And this challenge is great. We believe, looking and scanning at the elections that happened, that truly political misinformation is a problem that doesn't simply have a technical solution. Political misinformation starts at the top, but so does the process of defending democracy and ensuring that we have information integrity in our political life. That too can start at the top. And so our second challenge, that political parties have not agreed these rules, we understand to mean that the political parties should be called upon around the world in democracies to understand the terms of engagement of what free and fair democratic elections look like in the age of AI. For example, political campaigns can pull on and use deepfake and misinformation in ways that are important and changing how people understand what is real, what is not real. We call on a very simple actions that parties need to take the starting point for these. And we can draw on codes of conduct that have already been agreed in multiple scenarios and in the role of AI as well. So for example, five major Swiss parties have agreed a code of conduct on the use of information in elections. The major parties in the 2024 EU parliamentary elections did this. And in the UK, we worked in my center along with the think tank, the nonpartisan think tank Demos, to create with political parties in the UK a code of practice on the use of AI in election. So these codes of practice are not binding, but they also allow us to understand that freedom of expression and laws around freedom of expression in democracies are not threatened either, that the parties understand that they will do the best conduct. So what do these actions look like? Well, the first is that we call on parties to create a code of conduct that outlines how AI tools should not be used to produce materially misleading content or to mislead voters. This is very simple. Parties should be on good behavior. Now, we can argue political parties during campaigns may sometimes choose not to do this, but having a code of conduct allows everyone to understand what the clear rules of engagement in elections are. The second is when AI-generated content is used, parties should, when they use it in a non-trivial way, they should clearly label the content. So, of course, we've seen the deepfake videos that Macron has put out. AI-generated content will be used for humor, yes, but when it's used in a non-trivial way, voters should be clearly made aware of that. The third, and perhaps one of the most important pieces that we call on, is that parties should not amplify misleading synthetic content. Parties and their social media campaigns have a role to play in ensuring that the material that they share, whether they create it or not, does not further this problem of damaging our information environment. To do so, parties need to give clear guidance to people working on their campaigns, and people need proper training. So this goes to parties, to staff, to campaigners, to supporters. Everyone needs to sign on board, to be on board in these rules.
Parties need to not use fake accounts or use bot accounts, fake people, in order to amplify either their opinion or to manipulate voter opinion. This is something that's been clearly recognized in elections, but having a code of conduct that says that this is not acceptable in democratic elections will go far to helping to ensure this work. Chatbots can be incredibly useful, we saw in elections this year, but that there should be moderation layers to these chatbots. These chatbots that are used should direct internet users to official electoral information and accurate electoral information. Audits done in the US presidential election found that chatbots routinely gave wrong information. There should be layers when parties use chatbots to interact with voters, that they should be having this kind of moderation layer. And then most importantly, and this will lead to the things that we say in the rest of the actions, there's a role for parties to play for committing to monitoring, auditing the use of information in campaigns, and a post-election review of these uses and tools could actually go far in getting political parties to agree to continuing to work on the rules and the codes of practice around AI in information integrity. So not simply making this a one-time fixed set of codes, but something that is built into a process that continues. And now for our third set of challenges and recommendations. Thank you so much. Merci, Gina. Donc, dans le cadre de nos recherches, la lecture, comme le disaient mes collègues, il y a eu énormément de rapports qui ont été publiés, de cas d'études, etc. en 2024. Et un troisième élément dont on s'est aperçu, c'est que la majorité des gouvernements à travers le monde ont mis en place des stratégies, des mécanismes de réponse d'urgence en cas de catastrophe naturelle, de troubles civils, de pandémie, de risques de santé, etc. Mais la majorité d'entre eux, ils n'ont pas préparé de plan en cas d'attaque. Puis on a aussi des plans pour la cybersécurité. On n'a rien en cas d'attaque, de cyberattaque sur les élections, d'utilisation d'IA, d'algorithmes, ou de gens qui, par exemple, achètent des publicités ou des mots-clés pour play around like with the TikTok algorithm, as we've seen in Romania. Et ça s'explique par, on a vu ça, puis on voit que plusieurs gouvernements ne disposent pas des systèmes de surveillance complets qui sont requis, c'est très complexe pour détecter ces campagnes de désinformation et pouvoir organiser une riposte. Souvent, il n'y a pas de mécanisme de collaboration qui ont été établis entre toutes les parties prenantes, donc entre les agences gouvernementales et les partis politiques, mais aussi les plateformes de médias sociaux, les organes de presse pour s'assurer d'une réponse coordonnée. Etc. Et aussi souvent les fonctionnaires des autorités électorales, puis aussi les personnes qui sont dans les bureaux de vote, qui vont soit observer la légitimité du processus ou qui vont être là pour renseigner les électeurs, n'ont pas de formation en matière d'IA et d'ingérence. Et troisièmement, on a aussi noté que tout simplement, aussi souvent, les agences gouvernementales dans un certain nombre de pays ne disposent pas des moyens ou de l'infrastructure technique, de l'expérience humaine ou des capacités nécessaires pour surveiller et contrer ces phénomènes. Donc, on en est venu à avoir deux ensembles de recommandations. Là, je faisais un petit teaser pour ma collègue Catherine dans quelques instants. Mais tout d'abord, une action au niveau national. Au niveau des... Et ensuite, Catherine continuera avec une action internationale, mais au niveau des autorités électorales de chaque État. So we think that electoral authorities should put an independent cross-functional team that would be in charge of preventing and responding to electoral disruptions caused by AI. So, and such a team should operate, and that is crucial, under judicial oversight. This is very important in any countries around the world to protect freedom of expression and political expression. And this team should be supported by all the stakeholders involved in democratic and electoral processes. It should have,
pipeline and links with actors of the media environment, so the online platforms, the press, and also like partners, for example, like, within the region or even at the angel level. Such a platform should also include and involve the representative from the political parties. So to involve them in the establishment of those processes and mechanism to ensure that any kind of mitigation protocol are considered like fair and balanced by all of the parties being involved. And that should be something inside and outside the election cycle, because as we've seen in some countries around the world, like maybe in Canada, such campaign may happen outside of the electoral cycle and may actually be causing a national election or a local election. And so those electoral, what we call like the AI electoral response plan, should define clear assessment framework, responsibilities, communication approaches. And it's not such a crazy idea. It has been developed in so many other fields. In so many other fields, we have like emergency preparedness strategies for health crisis management, for natural disaster response, or for cybersecurity incident readiness. And we think we should learn from those successes and have, electoral authorities conducting tabletop exercise, so like simulation with all of the actors to understand what kind of risk could, arise during an election or like at any time of the democratic life cycle, and then try those mechanisms, see if they work, if everybody think they're like, relevant and efficient. And that will also ensure that, countries, electoral authorities are ready in case of an emergency. So mechanism in place take into account fundamental rights, of citizens to guard against threat of surveillance and or control of political expression. Because usually when you need to take a measure kind of at the last minute in a situation of emergency, we've seen from time to time some like fundamental rights being kind of bypassed for the sake of national security or like because of emergency. And we believe that preparedness will allow us to avoid such risk. And so then up to you, Catherine, the Thank angel you. level. I'll go back in French, but before I do that, I just want to say, Gina, that we, regarding the recommendation for a code of conduct, we are already acting on this policy brief in Quebec. So all the principal political parties have agreed to work on this code of conduct. So it's another example. This is feasible and we can progress on that kind of solution. OK, alors la quatrième action que nous proposons dans l'énoncé de politique, il faut toujours une idée un peu bold, qu'on dirait en anglais. Alors, on a essayé de pousser un petit peu dans quelque chose de très innovateur et je pense que c'est tout à fait pertinent, mais en fait, on pense que. Alors, et c'est aussi le volet qui reconnaît que quand même l'interférence de l'intelligence artificielle c'est vraiment un enjeu international. Donc, l'ingérence de l'intelligence artificielle provient souvent d'acteurs clandestins qui œuvrent dans différents pays. Alors, ça, il faut prendre acte de ça. Et donc, ça devient difficile pour les différents gouvernements de gérer efficacement le problème à une échelle individuelle. Ils doivent soit travailler ensemble pour s'épauler quand les interférences, finalement, voyagent d'un pays à un autre, et aussi mettre des ressources en commun, ultimement, pour que les pays qui sont victimes de ces attaques, et aussi qui n'ont pas les ressources nécessaires pour se défendre adéquatement, qui puissent puiser, finalement, dans un mécanisme de collaboration internationale. Parce que ça va être exacerbé, évidemment, entre les pays, dépendamment de la symétrie des ressources, mais aussi des connaissances comme telles des gouvernements de l'intelligence artificielle, des enjeux que ça présente et la possibilité d'avoir des experts qui les épaulent à travers le processus pour contrer les menaces de l'IA. Sans protocole international harmonisé ou des protocoles internationaux harmonisés, ça devient difficile finalement aussi de rendre responsables les personnes impliquées dans différentes juridictions parce que des fois, il y a des systèmes juridiques qui sont, en fait, souvent très différents. Aussi, les capacités d'enquête peuvent varier d'un pays à l'autre, les conditions de ces enquêtes-là. Et il y a des frontières juridictionnelles qui vont finalement limiter la capacité d'un État finalement de bloquer cette interférence étrangère.
Et aussi, ce qui était important pour nous, c'est qu'on se disait, on devrait reconnaître qu'une attaque sur une démocratie, finalement, c'est une attaque sur les principes de toutes les démocraties et que les États devraient reconnaître ça, et c'est les États démocratiques, et travailler ensemble, s'unir, finalement, pour faire face à cet enjeu. Ça demande ultimement, finalement, une action collective, donc un problème global, une solution globale. Deux choses que nous proposons concrètement à cet égard-là. On disait que les gouvernements devraient établir un groupe international de sauvegarde des élections à l'ère de l'IA. Et là, je vais vous donner une image qu'on ne mentionne pas dans l'énoncé, mais juste, donc je porte sur moi cette image-là, mais je pense que ça illustre un peu où on veut en venir. C'est un peu comme les casques bleus, vous voyez, qui travaillent, ils se déplacent, mais les casques bleus de l'IA, en fait, ça c'est un peu ce qu'on avait en tête avec ce groupe international. Et la deuxième solution, c'est justement de se donner des protocoles, comme je le mentionnais, considérant leur essence, internationaux, qui assurent un appui juridique finalement mutuel en cas d'ingérence. Alors, juste pour donner un peu plus de détails sur ces deux options-là, le groupe international et les protocoles. Tout d'abord, le groupe comme tel, on imaginait que ce serait en fait composé de spécialistes non seulement en IA, volet technique, mais vraiment interdisciplinaires, des gens de plusieurs disciplines, il peut y avoir des juristes, des économistes ou l'autre, ou d'autres qu'on peut envisager, qui seraient engagés à détecter et à contrer ces ingérences et aussi qui fourniraient aux besoins des ressources là, avec cette expertise-là qui peut se déplacer aux pays plus vulnérables à celle-ci. Ça offrirait en fait, en cas de crise, là, la possibilité de déployer des équipes d'intervention rapide lors d'événements électoraux, puis aussi de mettre en place des stratégies d'atténuation en temps réel pour des scénarios à haut risque. On se disait, bon, comment on va ancrer finalement ce groupe, ces casques bleus? On essayait de voir, pas toujours nécessairement obligé de réinventer des nouvelles structures, des nouveaux groupes. Est-ce que ça peut s'appuyer sur des ressources existantes? On pense que oui, même si on doit garder on peut être créatif, là, toujours dans la façon de mettre en œuvre cette recommandation. Il y a tout d'abord la division de l'assistance électorale des Nations unies qui déjà aide les États membres à tenir des élections légitimes, donc qui représentent la volonté populaire, mais aussi crédibles. Donc, les pays peuvent demander cette assistance-là à l'ONU et ils le font là, régulièrement. Il y a beaucoup de pays qui demandent cette assistance. Et là, encore une fois, c'est des experts interdisciplinaires qui viennent épauler les différents pays à travers ce service de l'ONU. Alors, on pensait qu'on pourrait y ajouter une expertise en intelligence artificielle. Aussi, il y a, et c'est pas dans son mandat actuel, juste pour pas que vous partiez sur une mauvaise impression, mais on pense qu'on pourrait peut-être le moduler éventuellement pour lui donner cette touche-là de cette force d'action liée aux élections et processus électoraux. Il y a des différents instituts sur la sécurité de l'IA qui sont établis dans quelques pays. On est près d'une dizaine. Il y en a au Canada, il y en a en France, il y en a aux États-Unis, au Royaume-Uni, bon, etc., au Japon, j'en passe. Et ensemble, ces différents instituts de sécurité, chacun, en fait, travaille sur des priorités qui sont alignées avec les intérêts de ces pays-là, mais aussi se coordonne avec un réseau international, le réseau, donc, des instituts sur la sécurité de l'IA, où ensemble, ils développent des stratégies ou se coordonnent pour amplifier le travail qui est fait à l'échelle nationale et éviter finalement aussi qu'il y ait un chevauchement de leurs efforts. Donc, est-ce que ces réseaux-là, éventuellement, pourraient être mobilisés pour justement développer ce mécanisme d'entraide internationale pour enquêter et aussi pour fournir les ressources nécessaires aux pays qui pourraient le demander? Donc, voilà une option que nous avons envisagée. Alors, un message est lancé aux instituts. Ensuite, dans le deuxième volet de l'action, je dirais internationale, c'est créer des mécanismes d'entraide juridique qui permettraient justement de favoriser le partage je dirais, d'efficacité juridique ou de compétences juridiques pour éviter que les barrières juridictionnelles soient une limite finalement pour limiter l'ingérence et aussi poursuivre les personnes qui commettraient ce type d'actes, je dirais, criminels. Donc, développer une coopération entre gouvernements aussi pour faciliter la reconnaissance de preuves admissibles, d'offrir les preuves qui pourraient être utilisées par les différents pays. Et ça, on a différents exemples, comme le mentionnait un peu Florian, dans d'autres secteurs. On ne part pas de rien. Ça existe déjà des protocoles d'entente comme ça entre pays, entre plusieurs pays, dans le domaine de la cybercriminalité, la fraude numérique, le terrorisme, le crime organisé. Donc, on voit ça parfois dans les nouvelles.
Alors, encore, c'est toujours une tension un peu entre la liberté d'expression, le respect des droits individuels, mais aussi de contrôler finalement ce qui peut être fait dans le contexte, dans des actes malveillants en contexte d'intelligence artificielle. Donc, on a réitéré aussi dans l'énoncé de politique l'importance que tous ces mécanismes-là soient le plus transparents possible et toujours dans le respect des droits fondamentaux des individus. Donc, il ne faudrait pas que ça soit utilisé d'une manière détournée pour finalement négativement à l'encontre de ces éléments. Alors, voilà, je ne sais pas si on a oublié quelque chose ou si on a envie de... Would you like to add anything else to the... It's good. We're going to the Q&A. On s'en va à la période des questions. Alors, on a beaucoup de temps pour les discussions. On voulait vraiment laisser la chance à l'auditoire de réagir, de faire part de leurs préoccupations, d'autres idées ou de questionner un peu plus les propositions qui ont été faites ou les réflexions. Alors, voilà, c'est le temps. Ouais. Oui, Ah oui. madame? Et pendant ce temps, juste pour préciser, oui, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme le disait Catherine, on a essayé d'être succinct, de tenir ça en quelques pages. C'est un dossier extrêmement complexe et vous doutez bien, 7 professeurs d'université dans une salle ensemble pendant une semaine, on aurait pu peut-être écrire un livre sur la question. Il y avait assez de références, donc on peut, on peut en parler pendant des heures, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, madame? Oui, bonjour Isabelle Galli. Merci, hein, vraiment, c'est très éclairant tout ce que vous avez dit et les 4 actions sont particulièrement intéressantes. Je me demandais juste, puisque vous avez été disruptif hein, sur la 4e, pourquoi n'avoir pas aussi imaginé qu'on pourrait construire un outil d'intelligence artificielle pour garantir l'intégrité des élections ou du moins qui puisse faire des flagships d'actions peut-être, enfin, d'aider nos contrôleurs d'élections avec des outils en intelligence artificielle. Pour en venir à la question, parce que j'en ai une quand même, j'en ai même 2. Quand vous dites qu'il faudrait labelliser les contenus politiques qui sont réalisés par des intelligences artificielles, à partir de quel niveau? Puisque beaucoup d'hommes politiques désormais font rédiger leurs propos par des IA. Enfin, ils utilisent des LLM pour améliorer leurs textes, etc. Ça part de leurs idées, mais ça améliore leurs textes. Ils rectifient leurs images parce que on veut être à son avantage. Ils vont flouter les gens qui sont présents. Ils vont peut-être en rajouter pour qu'il y ait du monde. À partir de quand on peut considérer que c'est des images qui ne reflètent pas, enfin, qui sont donc réalisées par des IA. Et après, qui découle de ça, c'est que les LLM, on l'a vu dans pas mal d'études, font de l'influence politique indirectement, puisqu'ils ont des opinions politiques. Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose d'inquiétant ou est-ce que simplement on pourrait dire bah, tel LLM que vous utilisez a une tendance politique qui est de X ou Y, sachez-le. Est-ce que c'est seulement de l'information ou est-ce que là aussi, il ne faudrait pas réguler? I was wondering about the translation. Je vais commencer par répondre en français par rapport à ce qui est l'état désormais du droit avec le règlement intelligence artificielle, dont l'une des dispositions impose la labellisation des contenus hyper truqués dès lors qu'ils laissent apparaître la personne, l'événement comme authentique. Donc dès lors que finalement on va avoir la possibilité éventuellement, même si l'intention n'est pas exigée ici, d'avoir une utilisation de ces deepfakes, de ces contenus hyper truqués à des fins de manipuler notamment l'opinion. Donc ça, c'est une... Là, l'hypertrucage va être identifié comme laissant apparaître que le contenu est authentique. Donc ça, c'est le premier point. En effet, il va y avoir un certain nombre de discussions qu'on a d'ores et déjà sur la mise en œuvre de cette disposition du règlement IA, de savoir, en effet, quel type de contenu va devoir être labellisé, comment labelliser, à quel moment.
Et il faut bien noter ici que ça ne porte pas uniquement sur les personnes, mais également sur les événements et notamment des catastrophes climatiques, des impacts électoraux. Après, la difficulté qu'on a pu identifier, c'est comment faire que cette labellisation soit efficiente et aussi comment faire qu'elle soit maintenue en cas de diffusion virale du contenu. Et c'est ainsi que quand vous articulez le règlement IA et le DSA, on va avoir une obligation imposée notamment aux grands réseaux sociaux de faire en sorte que cette labellisation soit maintenue. Mais on sait très bien que la labellisation pose les difficultés que vous venez de mentionner et qu'elle ne sera pas non plus suffisamment efficiente et qu'elle doit être complétée d'autres dispositifs, notamment d'acculturation du public pour qu'il puisse savoir comment réagir à ces contenus hyper truqués, d'autant que même si on a connaissance, au travers de cette obligation de transparence, de la nature hyper truquée d'un contenu, celui-ci peut tout de même impacter l'opinion avec des effets au-delà de la sidération, d'imprégnation et autres, et de remise en cause de l'authenticité. Donc tout cela suppose, au-delà de la lettre ici du règlement intelligence artificielle, mais qui ne vaut pas au niveau global, hein. Nous, on a travaillé vraiment au niveau global, mais même si on s'attache à ce règlement intelligence artificielle, il faudra le compléter d'autres dispositions et notamment d'autres dispositifs et notamment d'acculturation. C'est ce que mentionnait Catherine Régis, c'est que finalement il n'y a pas non plus que du technosolutionnisme, mais il faudra travailler sur ce que indiquait l'UNESCO dans ses derniers rapports sur l'acculturation et pas que de la compréhension du fonctionnement de l'outil technique, mais de ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. Part of the power of what we've laid out is not to arbitrate what is true, what is not true. We know politicians will disagree on facts. That is not the point. The point is to create a framework to understand why particular content, AI-generated content is used and when it is used, particularly around intent. And that is why all of the 4 actions we recommend are as much social as they are and cultural as they are technical, that there isn't a simple way to solve the problem of deep fakes, of rampant misinformation. It is about ensuring that the rules around elections are clear so that campaigns and voters can have that conversation. Et très brièvement, parce qu'on va laisser aussi la place à d'autres questions, mais aussi dans l'énoncé de politique, on reconnaît qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire sur c'est quoi une bonne façon d'identifier le contenu pour pas créer de la confusion encore plus dans l'esprit des gens ou qui doutent de l'information qui est transmise. On peut dire que c'est généré par l'intelligence artificielle, mais ça peut dire que c'est faux l'information qui est mentionnée, même si ça l'est. Et ça, c'est pas si clair. Des fois, dans l'esprit des gens, ça crée une confusion plus large. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire que c'est faux? Alors, ça, il y a de la recherche à faire pour mieux comprendre comment être bon dans la labellisation, si je puis dire. Ça aussi, le professeur Zelensky l'a mentionné, mais on invite les gens à poursuivre ces recherches-là pour atteindre l'effet cognitif, si je puis dire, recherché. Non, exactement. Et juste peut-être pour terminer, pour répondre à l'un des points que vous avez soulevé, c'est aussi important de mentionner que dans notre policy brief, dans notre énoncé de politique publique, on n'invite pas, par exemple, à prohiber toute utilisation de l'IA ou de l'IA générative. Donc, c'est sur la labellisation, etc. C'est que sur les cas d'hyper-trucage, de nouveaux, il y a de nouveaux éléments. Et comme le mentionnait le professeur Zolinski aussi, bon, l'Europe est quelque peu en avance par rapport à d'autres juridictions comme le Canada. Au Canada, par exemple, on avait un projet de loi qui était en chambre, le projet de loi 65 pour les Canadiens dans la salle, qui proposait une réforme de la loi électorale, justement, avec un certain nombre de modifications en ce sens sur la désinformation, sur le financement par des parties étrangères de publicité et des nouveaux... des nouvelles sanctions et des nouveaux crimes autour de l'utilisation de contenus trompeurs et tout. Donc, c'est beaucoup plus fin, mais c'est un sujet très complexe. Et comme disait Catherine, il y a beaucoup de recherches dont on a besoin et qui sont en train d'avoir lieu. Mais il faut aussi que les gouvernements autour du monde soutiennent
ce type de recherche en sciences sociales et aussi du côté des sciences et technologies. Oui, madame, au fond. Thank you, and I hope it's okay to ask a question in English. Absolutely. I got a great refresh on a lot of my high school French there, and so it was great. I have a question in particular about sort of the current geopolitical moment and sort of whether that challenges any of the proposals that have been put forward. I'm thinking in particular viability of collective action, such as an organization of trust keepers as such, right? Also, maybe complications with regard to who we consider to be a political actor in this space. Thinking Elon Musk, to be very blatant about that in terms of what can sway civic and electoral moments. Yeah, so just basically a comment on the current geopolitical moment and any hope that you may have on the sort of applicability of these proposals still. Thank you. We wanted these proposals to be able to be put into action, and we wanted the proposals to be able to be taken up without international coordination. The Trust Keepers proposal is perhaps one of the most wide-reaching in that regard, but it is not necessarily one that requires treaty signatories or working through a UN process. That could be a civil society process that looks at different kinds of jurisdictions. So on the one hand, we wanted to be very clear-eyed about those geopolitical realities, that global cooperation was, even especially among democracies, was going to be difficult. On the other hand, having repositories of information that can be reviewed and shared across jurisdictions creates a set of toolkits that allow people in different countries to respond when problems arise. And so I think it's very important to do that. And as one of the Americans in the room from the United States, one of the challenges, I think we've always seen that wealthy people have power and privilege within countries, and it just doubles the need and the efforts that we will need to assure that our democracies continue to be strong. So if anything, I think the experience with Elon Musk over the last few days just reminds people of what's at stake. No, absolutely. And I think, Gina, you put your finger on something very crucial in our policy brief. We don't call, for a new treaty that will require something impossible, especially in the specific geopolitical context. But as Catherine mentioned, even those kind of trust keepers, if we build on existing UN mechanism, it might be possible, even if, and I'm the US, for example, will clearly oppose such system. But for example, within the UN system, there is the Electoral Assistance Division that already exists to support, countries that want the help. So it's not something that the UN is going to impose on a country because, countries are sovereign, but countries in need can call upon the UN EAD to help them. So, at least the kind of minimum would be to maybe build those trust keepers within this division. And then countries who don't have the capacity at the domestic level to prepare themselves and to mitigate those kind of attack could call upon those trust keepers. As it's the case for Casque Bleu. I don't know what is the name in English for Casque Bleu. It's The blue, okay, so the blue helmets. So no blue helmets. Also, you could call, you could ask the UN to support you. So yeah, that's why also we're insisting on building on existing mechanism, because even we don't want at the domestic level a new authority, because we have enough authorities and we need more coordination between existing actors.
Hi, thanks a lot. I had a question regarding your statement where you said in 2024 the elections weren't too influenced by AI. So I wanted to know how you came to that assessment and what are the reasons that it didn't impact that much when there was such a huge uptake of generative AI and creations of deepfakes. Election watchers around the world were worried that we would see catastrophic changes in elections of 2024 in the year of elections. What we see is we still don't know what we saw. We still know that there were misinformation campaigns in elections. There have been wonderful reviews that have been done that look at the margin. So, for example, one study that we cited in the report drew on work from the UK jurisdiction that reported a very small number of circulating pieces of generative AI as election materials. However, soon after the new government was put into place, there was widespread far-right material that supported and called for riots that happened in the Southport riots. So this was the first crisis that the new government faced. Do we consider that part of the as an attack on democracy? I think we can. So we see these things happening on the margins, and without systematic and scientific evaluation of the material, we have very little to do to be able to say confidently what is happening. Within the United States, we know in those elections that we saw circulation of AI generated information in language communities that were not English. And so we still don't know that. One of the things that we're working on in the UK is the rights to researchers to be able to access social media data for monitoring for online safety. And while we have those regulations in place through the European Union's Digital Services Act in the EU, those in practice have not been able to be drawn upon. So we still have much research we have to do in order to understand the environment fully. I just want to add it briefly on that. So again, I fully agree with Gina, and we need more research on this, but I was listening to a podcast from the New York Times, so it's not academic paper, but just want to mention something that's interesting to enlarge our perspective on how this can play out. So they mentioned that there were interferences from different governments around the world using AI during the election in the US and more broadly, but they were somehow canceling each other because they were pushing in different direction. So Iran, was pushing for one candidate, and then Russia was pushing for another, China, and they said at the end of the day, because they don't all agree, they don't do interferences in the same direction, it might cancel somehow some of the influence. So again, it's not academic, per se work, but just want to mention that it's a very complex phenomenon. So to very pinpoint the link, the causal link between that and the impact it's not so easy to do. Okay, thank you very much, Mona Nemer du Canada. I want to go back to the point that you raised, Gina, about actually compliance, because in many ways, I think a lot of what you've put forward, all of you, rest on the ability to monitor the content of wherever, of communications that are most of the time are going to be on social media that are outside the jurisdiction of governments. So I just wonder whether, how do you view things, and and then where is going to be the line between, free speech and censorship? I mean, these are like huge issues. So how do you see this?
is one of the reasons why in the brief we don't call for a process of taking down information. We don't call for a process of an arbiter of information, and we don't actually call for the kinds of regulatory responses that governments, democracies may actually go forward with. That's actually from a global perspective. It was not the perspective that we were taking in this report. We asked ourselves what can be done and what can be done looking across democracies. So you're absolutely right. The balance of political speech and the freedom to have free and fair elections, there is a balance that needs to be in place. The actions that we are recommending, these 4 actions, don't impinge on speech. They're simply saying what are the ways in which we need to have that material understood in elections so that voters can understand and decide, rather than have some kind of centralized or arbiter of truth. You're absolutely right. That's this notion of regulating speech is quite complicated across the democracies that we looked at for building this brief. Maybe others want to join in. And so I mean, it's a great point. There's been a European response, which is very different. So while Meta has closed its fact checking in the US, they're still required to provide fact checking in their European product. So I think the challenge here will be how do we ensure that political parties, for one, are not actually supporting, circulating, and doing this. We see wonderful examples of political parties agreeing that a piece of information was fake and shutting this down. And when the threats come from outside, and not all threats are foreign threats, when the threats come from outside, they can be ways in which democracies can actually come together, parties can come together and understand the threat and neutralize that they can through debunking, they can challenge that. So I think there are ways that we can look past a lens of truth in order to support political speech and strengthening political speech. Si je peux compléter juste côté droit de l'Union européenne, on a un stress test actuellement en cours avec justement les enquêtes de la Commission européenne et les mesures qui vont possiblement être prises du fait de l'application du règlement sur les services numériques, du DSA. Et donc là, on va voir dans un contexte géopolitique qui va certainement jouer, comment un texte tel que le DSA complété du règlement IAC, qui devrait adresser les points que vous avez évoqués, avec notamment l'analyse de risque imposée aux très grandes plateformes, aux très grands moteurs de recherche, les mesures de mitigation des risques, si cela peut donner lieu à une application et une application efficiente. Donc, c'est un premier point dans un contexte géopolitique complètement nouveau. Et c'est pour ça que, du moins, dans l'Union européenne, on est quelques-uns à espérer que la Commission européenne fasse preuve d'une certaine forme d'application rigoureuse du texte, sinon de courage politique. Vous avez monsieur, j'ai vu, madame au fond, et vous. Bonjour, je m'appelle Fabrizio Papatecera. Merci pour tous vos propos très intéressants. Alors, vous avez parlé d'intervention a posteriori quand il y avait un problème. C'est un peu ce qui se passe en Roumanie. Alors, c'est déjà bien, mais ce n'est pas l'idéal.
vous avez parlé de mesures d'urgence, vous avez parlé de casque bleu. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que dans tous les systèmes innovants, la régulation a toujours un train de retard. C'est-à-dire qu'en France, on a l'ARCOM pour les élections, qui est, de mon point de vue personnel, une très belle institution, mais ne serait-ce que pour actualiser leur référentiel de personnalité politique, ils doivent se réunir entre sages, ça prend des semaines et ils ont un train de retard. Ce qu'on voit dans ce qui est innovant, par exemple, dans la technologie, que ce soit, je ne sais pas, les drogues de synthèse, la finance ou l'IA appliquée au droit, c'est qu'il y a un train de retard. Le seul endroit où on a trouvé quelque chose qui pouvait agir un petit peu en temps réel, et je ne dis pas que c'est parfait, c'est en finance avec les agences de notation, les Fitch, les Standard & Poor's, etc. Et c'est un peu peut-être les outils dont vous parliez, madame, des outils qui pourraient être utiles, non pas pour dire, et c'est ce que vous disiez, on ne peut pas dire quels sont les faits, parce que les politiques ont chacun leurs faits, mais on peut dire, ça a été dit, oui ou non, ça a été dit dans quel contexte, à quel moment, est-ce qu'il y a un deepfake? Comment c'est diffusé? Est-ce que c'est diffusé par des médias qui, après, sont moins fiables que des médias institutionnels? Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait et qui pourrait être une réponse en temps réel. Est-ce que vous envisagez ce genre de choses également, que ce soit privé ou public d'ailleurs? Donc, je commence, puis tu continues. Donc, je pense quand même, évidemment, il y a plusieurs juristes ici, donc on est bien conscient que le temps du droit n'est pas nécessairement le temps de la technologie. Je pense que c'est un enjeu certainement bien réel. Ceci dit, dans les différentes mesures que nous proposons, il y a quand même ce qu'on appellerait beaucoup de, ce qu'on espère, c'est des effets ex ante, hein. On espère vraiment proposer des choses pour que prévenir, aider par la suite pour outiller les gens pour pas que ça survienne. Donc, je pense qu'on avait cette sensibilité-là, même dans les propositions de législatives, de modifications législatives, de s'outiller pour pouvoir suivre et agir en amont, finalement, des différents événements. Donc, ça, c'était quand même bien conscient, bien présent, pardon, à notre esprit. La deuxième recommandation, c'est un code de conduite. Et la première, c'est la réglementation. Puis quand on l'a séquencé, ainsi on se disait, bon, on a besoin vraiment, en considérant les différents enjeux, les pouvoirs, les enjeux de pouvoir aussi qui sont en présence, on était convaincus que la réglementation devait venir pour soutenir. Puis il y a des exemples en Europe, bon, mais on se disait, entre-temps, il faut qu'on puisse agir assez rapidement. Et le code de conduite était un peu une réponse à cette conscience que le temps du droit ne va peut-être pas suivre ou peut-être qu'il ne suivra pas, point. Alors, le code de conduite, on se disait, c'est quelque chose de très malléable. Les partis politiques peuvent, entre eux, dans le fond, se donner un pacte dès maintenant. OK, ça ne va pas les contraindre formellement, mais ils prennent un engagement et même envers les citoyens, finalement, quand ils font... quand ils acceptent de signer ce code et de l'élaborer, de s'y tenir, est-ce qu'ils vont le faire? Bon, mais on se disait, c'est un exemple de mesure finalement rapide et qui permet, espérons rapide, qui permet de suivre ce mouvement dans un contexte où ça peut être difficile d'avoir de la réglementation. Puis plus largement, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement un phénomène complexe, l'intelligence artificielle, nous en sommes bien conscients. Euh, je pense qu'il n'y a pas une seule façon, il n'y a aucun outil normatif seul qui peut gérer l'ensemble des problèmes que ça crée et des opportunités aussi, et les différents enjeux temporels qui viennent avec l'intelligence artificielle. Donc, il va falloir qu'on ait de la réglementation, il va falloir qu'on ait des codes de conduite. Comme le madame mentionnait, il va falloir qu'on puisse utiliser l'IA contre l'IA, finalement, d'utiliser la technique pour nous aider. Pour moi, j'ai toujours vu ça comme un parapluie, finalement, une stratégie normative très complexe qu'il faut bien, finalement, aligner pour arriver à nos fins. C'est ce qu'on essaie un peu de faire avec cet énoncé de politique. On commence avec des propositions juridiques, ensuite des normes souples, qu'on dirait les juristes, donc quelque chose qui n'a pas de portée contraignante, mais qui crée quand même des attentes normatives. Ensuite, on proposait de créer des équipes qui touchent, tout le monde qui va toucher aux élections, au processus électoral, pourront être formés pour se préparer à des interférences de l'interne ou de l'extérieur, peu importe. Donc, monter en capacité de formation, compétences, expertise pour être prêt si ça arrive. Donc, on est dans le ex ante. Puis finalement, on est allé avec la dernière qui est vraiment internationale. Encore une fois, on n'a absolument pas mentionné le mot traité. Je répète, on sait que ça prend en moyenne 10 ans un traité. On se disait, bon, on va... Alors, puis la dernière option, c'est de capitaliser sur des fois des mécanismes qu'on a déjà internationaux. On ne veut pas en créer des nouveaux, mais on peut les enrichir.
J'avais une rencontre avec les gens des Nations Unies récemment. Ils me disaient que c'est difficile pour le multilatéralisme, les organisations dans cet espace-là, de s'adapter à des réalités nouvelles comme l'intelligence artificielle dans des structures qui sont assez figées, qui datent d'une certaine époque, puis qui a peu d'appétit pour qu'on renouvelle. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de créativité et elles sont conscientes de ça, plusieurs organisations internationales, et elles cherchent des façons de naviguer avec ce qu'elles ont déjà pour justement élargir, adapter. Et je pense que l'exemple, la division sur l'assistance électorale est quelque chose qui peut changer assez, en tout cas facilement, relativement facilement, pour justement ajouter cette touche de créativité, mais en bâtissant, en s'appuyant sur des institutions qu'on a déjà, le réseau sur les instituts sur la sécurité de l'IA. Donc, pas toujours penser à quelque chose de nouveau, mais en fond, adapter ce qu'on a pour suivre le mouvement. Longue réponse finalement. Pour compléter en 2 points, et je ne partirai pas dans le débat sur le temps du droit et le temps de la technologie, parce que c'est aussi des choix politiques, mais c'est ça, il y a aussi le temps du politique à prendre en compte sur comment passer ce type de loi, et le Canada est un exemple où ça, on a un projet de loi qui est mort au feuilleton avec la prorogation du Parlement fédéral, et quand le Parlement va recommencer le 24 mars, on risque de partir directement en élection, donc c'est sûr que dans ce cas-là, ça va être très compliqué de repasser le projet de loi pour mettre à jour nos mécanismes électoraux. Néanmoins, c'est là que l'action 2 qu'on propose est intéressante, où les partis politiques fédéraux au Canada, s'ils le souhaitent, pourraient prendre le dossier en main et essayer de se prémunir. Mais aussi, comme on propose déjà beaucoup de choses dans le policy brief, mais on avait beaucoup plus d'idées. Je ne vais pas toutes les communiquer parce qu'on n'a rien écrit en consensus tous ensemble, mais aussi on a dû faire des choix et on a décidé de limiter nos propositions au niveau structurel de l'écosystème, auprès vraiment comme des gouvernements, des autorités électorales et des partis politiques, qui est déjà un certain nombre d'acteurs, et de ne pas se lancer avec des propositions, par exemple, à destination des opérateurs, des plateformes, etc. Même si quand on lit entre les lignes de l'action 1 et de l'action 2, il y a un certain, et même de l'action 3, il y a un certain nombre d'incitatifs pour que les plateformes, pour que ces opérateurs aussi développent ce type de système. Et même si dernièrement, on a pu voir, notamment de la part des plateformes américaines, qu'elles sont en train d'arrêter ces systèmes, qu'elles sont en train de développer, qu'elles avaient investi des millions, elles arrêtent tout ce processus. Mais nos propositions 1 et 2 invitent, en tout cas, les invitent à réinvestir dans ce domaine. Mais juste aller dans votre sens et dire qu'on a tout à fait conscience des limites de la compliance, y compris mise en place par le DSA et dans une certaine mesure par les autres textes qui vont venir saisir les systèmes d'intelligence artificielle dans l'Union européenne. Et on est, alors peut-être pas là dans les discussions qu'on a eues dans le cadre du policy brief, mais on est assez nombreux, du moins dans le droit de l'Union européenne, dans ce contexte, à envisager qu'on n'a pas encore atteint une véritable forme de régulation au sens économique du terme, comme elle peut peut-être servir de modèle, notamment en droit des télécoms, et avoir des toolbox beaucoup plus agiles qui permettraient au cas par cas d'identifier quel deepfake bloqué dans tel contexte, quelles mesures prendre sans que ça soit défini de façon plus figée dans un texte, donc faire preuve d'agilité et d'avoir un dialogue entre parties prenantes qui serait probablement plus adapté à ce type de contexte technique et de contexte social. Donc ça, c'est certainement une voie aussi que l'on doit considérer tous ensemble. Oui, c'est ça. Il nous reste environ 5 minutes, donc j'allais justement proposer qu'on prenne peut-être la question. On va prendre les 2 dernières questions ensemble, puis on va y répondre vu qu'il reste 5 minutes et on doit quitter à 8. Non, madame avec le... Ah oui. Non. Thank you so much. Appreciate it. I come from Romania, so this feels very personal. So Romania's response recently was for the government to adopt an emergency ordinance that sanctions the platforms that don't take down content in 5 hours, content that doesn't respect the electoral code. And the fine is up to 5% of the global turnover. It's very ambitious, but
we are yet to see how this will be enforced, if enforced at all. And there was no public consultation or even private consultation on that. And that brings me to your first recommendation and the prohibition of misleading AI-generated content. And I was wondering, what's the appropriate sanction you see for this, and how to ensure that for the big tech companies, this is not just a cost of doing business? And sorry if you answered this before. It's been 10 years that I spoke French, so trying my best. Thank you. Perfect. Yes. So I think I had 4 questions about that. Hi, sorry, this is of a very different nature. I'm sorry. My name is Stefana Broadman. I'm a digital anthropologist, and therefore I'm always interested in the nitty-gritty and the detail. And I was just wondering if you had any indications. In my knowledge, but this is not my area. I have some students studying some elections, but in countries where there's little digitalization as Pakistanis. But do you have an idea exactly of what are how things are traveling exactly, and what are the contents that are actually creating the virality? Because I think, although obviously your principles have to be high up, I do feel that there would be, it would be really interesting to understand what it is exactly that is circulating, and what are people sending to each other, for instance, via WhatsApp, and what are the effects of that. I feel that there would be an enrichment in going into the actual specificity. I know it's not your job, it's my job, but just, do you have that data? And is this something that is interesting? There is very quickly to present, like in 30 seconds, please. So maybe we're gonna have time to answer. I'll try to keep this very short. Thank you. So I was just wondering about the development of AI across the world overall, such as with DeepSeek. Do you think the decentralization of AI development compared to being centralized in the West is going to help or undermine democracy in terms of like access to AI in the global South, for instance? Thank you. One last. Last question in French. Est-ce que vous pensez que les méthodes de l'OSINT peuvent aider les menaces que vous avez présentées, et notamment au niveau éducatif, parce que justement, ça pourrait être un moyen de faire l'éducation des médias. Voilà. Je ne connais pas trop, hein, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Okay, merci. Gina, what is yours? And then... Very quickly, I think the fear among AI experts is that open models are harder to control. But as we will hear tomorrow, one of the announcements coming out of the summit is open source AI tools that are open source allow more people to be involved in the development. So safety tools that are built on open source AI can be a good thing. I don't think we can simply say closed proprietary models will be safer for democracies than open source models. I don't think we have clarity on that. In terms of global turnover and regulations, that is actually something we don't call for in our recommendations. Not that we don't think those kinds of regulations are important. It's not what we can actionably say on an international level at this time. So yes, I would say Romania, good luck with that. The large tech platforms have, they've proven resistant to some regulation, but we have new tools in place, and let's see. One minute. Okay, wow. Okay, so very, very briefly. So compliance is always a key issue. And I feel sometimes that people in the legal field estimate that when we have a regulation, everything will happen, the trickle effect, and everything will go smoothly. So my view is that we always need to think compliance with regulation and make sure the two connect. So I have to be brief. So I'm going to say compliance, it will be certainly very important. About the 5 hours, I just want to say that
that's what the number of hours that have been targeted and what you mentioned. But more broadly, like it's very important, and it goes back to one of the questions before, to intervene before this happens and equip people more broadly to identify that kind of information and be very critical about, is this information? Can I trust this? Because what we realize and what we know, and more research is again needed on this, is it travels super fast. So even 5 hours, the damage can be really great. And then it's difficult to backtrack and convince people that wasn't, you know. So I would recommend that despite of any amount of hours that you target in your regulation or actions, you absolutely need to make sure that you also develop capacities in the society more broadly to make sure that people are equipped to anticipate and face that kind of information and remain critical about it. And that's not easy to do. Et peut-être pour finir, l'OSINT que vous évoquez, peut-être une méthode pour développer cette réflexivité, cet esprit critique, tout d'abord pour faire des recherches et comprendre, finalement remonter aux sources, mais aussi pour comprendre l'impact finalement de l'accès à l'ensemble de ces informations et de leur manipulation potentielle. En tout cas, c'est une des perspectives qui peut être envisagée dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. Exactement. Donc, pour terminer, pour souligner que c'est un problème extrêmement complexe qui demande, comme vous le voyez, une multitude de réponses de la part d'une multitude d'acteurs. En réalité, tous les acteurs de l'écosystème électoral et informationnel ont un rôle à jouer pour sauvegarder nos démocraties, l'intégrité des élections. Et donc, je voudrais vous remercier d'être resté avec nous tard ce soir pour discuter de ce sujet. Et également, aussi pour terminer, je voudrais remercier encore une fois Ivado, l'Université d'Ottawa, le Fonds de recherche du Québec, le CEMIA et CIFAR pour leur soutien sur cette initiative, et évidemment l'Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, notre collègue Célia Zolinski et Margot pour l'aide logistique et qui a permis d'avoir cet événement ce soir en marge du sommet pour l'action sur l'IA. Merci à tous, passez une bonne soirée.